C'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prudhomme et cette semaine je rencontre Stéphane Charrier. Stéphane est le cofondateur, partenaire et general manager de la société eBridges. eBridges est une société qui vous aide à manager votre shop sur les marketplaces chinoises, que ce soit Jingdong, JD.com ou Tmall ou Taobao ou d'autres. Et il est ce qu'on appelle un TP, un Tmall Partner. Donc en gros, c'est le bloc qui vient faciliter la vente de vos produits et la gestion de vos différents marketplaces, différents magasins sur les différentes marketplaces. Et il nous explique un petit peu le tenant et les aboutissants de ce métier-là, qui est un rôle souvent obligatoire, ou en tout cas fortement recommandé par les marketplaces, pour pouvoir bien vendre et bien utiliser les différents sites. On parle de beaucoup de choses, on parle de ce métier, des obligations liées à ce métier-là, des coûts qui vont avec et finalement du savoir-faire que lui a développé avec son équipe. Si vous aimez cet entretien, dites-le moi. On est dans des sujets qui me touchent. On parle justement de mieux éduquer les clients et c'est ce que je fais moi beaucoup avec le copywriting et le content marketing sur Next Step Service. Mais on parle aussi du suivi et de l'accompagnement de ces sociétés étrangères qui veulent rentrer sur le marché chinois et mieux toucher leurs consommateurs. Si vous aimez tout ça, dites-le nous, abonnez-vous sur iTunes, parlez-en autour de vous, partagez cet entretien, cet épisode sur l'ensemble des plateformes que vous connaissez. Et puis on se retrouve à la fin pour le petit mot. Bonjour Stéphane, bienvenue sur ce nouvel épisode de Backstage. Bonjour Greg. Merci. Alors nous, on se connaît maintenant depuis quelques années. Hein. Tu me disais à l'instant que tu es arrivé en Chine en 2006. C'est ça, moi je suis arrivé en 2005-2006, donc on est à peu près arrivé au même moment. Et on s'est rencontrés lors des premiers événements Next Step que moi j'organisais. C'est ça, donc ça devait être en 2007, les premiers événements tout au début de l'année 2007, où nous on organisait des événements networking pour les entrepreneurs. Et toi tu m'avais sollicité pour venir faire un événement dans un endroit que tu manageais. Mais justement, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu comment tu es arrivé en Chine, puisque ça fait maintenant quelques années que tu es là. Qu'est-ce qui t'a amené en Chine et un peu quel est ton parcours? Alors déjà, on s'est rencontrés au Riot Hotel pour un événement de la CCIFC au 63e étage. C'est vrai. Un dîner, une soirée networking de la chambre de commerce. Ça, à cette époque, il y avait beaucoup de trucs comme ça. Ouais. Donc, qu'est-ce qui m'a fait venir en Chine? Moi, je suis arrivé en Chine en 2003 parce que je travaillais pour un programme et j'ai arrêté de travailler dans le jeu vidéo en 2003. Je suis venu 3 mois l'été. Voyager en Chine, c'était là où il fallait être en fait. Donc j'ai étudié un petit peu la Chine. Ça m'a beaucoup plu. Je suis rentré en France 3 mois après, donc, et puis ensuite il fallait que je développe mes compétences managériales. Donc j'ai travaillé chez Peugeot Europe, pas très sexy, mais sur une plateforme de téléphone, appel entrant, appel sortant pour Peugeot Europe. Et je suis revenu en Chine en 2006, donc sac à dos, sans travail, et donc beaucoup de choses à faire. C'était l'émulation, c'était excitant, c'était bien. Pour ça que je suis arrivé en Chine. C'était la grande époque. Hein. C'était la grande époque, c'était fun, on pouvait, tout était un peu permis, tu pouvais dans la limite du raisonnable, à côté entrepreneurial. Et donc sans réseau, le mieux que j'ai trouvé, c'est être directeur marketing d'un restaurant. Donc là où on s'est trouvé. Là où on a fait une grosse soirée Next Step parce qu'il y avait 120 ou 150 personnes au Café Transat à Sintianqi, voilà, à côté de la Seine. Et la Seine, c'était un restaurant. Et ensuite, grâce à cette soirée Next Step, j'ai été débauché pour être directeur marketing d'un nightclub. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Hein. J'ai fait ça 4 mois. C'est l'univers de la nuit, c'était pas pour moi. Mais bon, c'était fun aussi. Puis, c'était une autre approche du marketing, en fait, dans tout ce que tu as pu faire. Tu as rajouté une brique de plus dans ce que tu savais faire en marketing d'endroits, de lieux, de produits, de services, j'imagine. Oui, mais bon, j'étais un peu les pieds et les poings liés par la direction et ce qu'on pouvait faire. Donc, bon, c'était intéressant, c'était une autre vision de la Chine, la vision de la nuit. Après ceci, on m'a offert alors quelque chose de tout nouveau pour moi, parce que j'avais fait de la formation avant, mais quelque chose de tout nouveau pour moi. On m'a offert un poste, donc je suis passé du monde de la nuit à un poste d'intervenant dans une fac chinoise
en tant que prof marketing et de com, parce que je suis diplômé en marketing et communication. Et c'est ce que je fais depuis maintenant 10 ans, parce qu'ils m'ont offert cette chance de pouvoir partager des connaissances en marketing et en com avec les jeunes Chinois qui voulaient se rendre en France, qui veulent se rendre en France d'ailleurs. On en envoie toutes les années 10 à 15. Et donc 2008-2009, voilà, ouais, intervenant marketing. Donc là, j'ai coupé court avec à peu près tout le monde. Plus personne m'a vu pendant un an et demi, 2 ans. Parce que tu donnais pas, enfin les cours que tu donnais étaient souvent des journées entières et parfois en dehors de Shanghai. Oui, mais c'est surtout que j'avais jamais été prof, donc du coup je me suis réimmergé dans les bouquins. Ah d'accord. Refaire les syllabus, refaire les PPT. Et quand tu as des classes ils étaient nombreux à l'époque, c'était 50, 60. Donc du coup, gros challenge. Il y a beaucoup de travail. Hein. Beaucoup de travail, beaucoup de challenge. Donc en fait, tu changes de vision professionnelle en te disant une vision plus académique. Ouais. Revenir puis en plus, je ne connaissais pas du tout les jeunes Chinois de 18, 19, 20 ans, tu vois. Surtout en Chine, tout va vite. Donc je me suis bloqué pendant un an et demi, 2 ans, pour me concentrer sur ce job. Parce qu'on m'offre une chance d'être intervenant, j'avais jamais pensé de ma vie être prof. Hein. Et quand j'ai dit ça à mes parents, ils ont halluciné. Mais bon, ça m'a permis aussi ensuite d'être stable, on va dire. Donc même si je bougeais à Nanjing ou à Yangzhou dans le Jiangsu, et beaucoup de cours à Shanghai, ça m'a permis aussi de revoir les bases, d'avoir une vision plus professionnelle de la théorie qu'on t'apprend à l'école. D'accord. Plus appliqué exactement. De tout ce que tu as pu apprendre avant. D'accord. Exactement. Donc, mais bon, il a fallu que je revoie tout ceci, et puis tout ce qu'on a pu oublier en même temps. Donc là, je me suis concentré pendant 1 an, 2 ans. Et puis ensuite, j'ai refait surface, je me suis relancé dans plusieurs projets en tant que consultant pour des projets, parce que j'aime bien quand même être dans l'entrepreneuriat. Donc une fois que j'étais plus à l'aise avec les cours, j'ai refait surface un petit peu. Et je me suis remis le pied à l'étrier à l'entrepreneuriat. En 2010, j'ai créé une société de profs à domicile, profs français, anglais, chinois, qui continue. C'est mon partenaire qui gère maintenant. Et depuis 2 ans, donc je suis passé de l'académie au consulting, parce que j'ai fait beaucoup de marketing, consulting au marketing. Et depuis 3 ans maintenant, j'ai repris eBridges, qui est une société dédiée au e-commerce sur les marketplaces chinoises. D'accord. Donc on ne fait pas de site web, on fait exclusivement des e-shops sur les marketplaces chinoises comme Jingdong, Tmall. D'accord. Taobao. Alors justement, moi c'était vraiment le point qui m'intéressait et qui je pense pouvait intéresser aussi pas mal de monde, parce que c'est un maillon de la chaîne en fait quand tu veux vendre en Chine, qui est aujourd'hui non seulement indispensable, mais je crois que tu n'as pas le choix non plus. Il me semble que tu es un peu obligé de passer par des Tipeee, comme on les appelle. Donc pour faire simple, c'est les Tmall et Taobao Partners en fait. Et donc aujourd'hui, raconte-nous un petit peu, donc dans la chaîne, on sait que pour vendre en Chine, il y a bien sûr les zones de retail en magasin, les Family Mart, les 7-Eleven, mais aussi bien les Carrefour, Auchan ou les magasins chinois qu'il pourrait y avoir. On sait aussi qu'aujourd'hui, plus d'un produit sur 2 est quand même acheté en ligne, si c'est pas plus. Et c'est vrai que ces dernières années, on a complètement vu le décollage de tout ce qui pourrait être Taobao, Tmall, Jingdong, comme tu disais. Et comment on en est arrivé à créer ce nouveau maillon dans la chaîne? D'où sortent les Tipeee en fait? D'où ça vient? En fait, Tipeee c'est totalement exclusif à Tmall. Après, pour Jingdong, c'est un peu pareil. En fait, les Tipeee, ce sont des agences qui facilitent le travail des personnes, des compagnies qui veulent vendre en ligne sur les marketplaces. On est des facilitateurs. D'accord. Donc vous allez manager le shop, vous allez gérer le marketing, faire le customer service. Déjà on les conseille parce que c'est pas. Okay, d'accord, oui. Parce que déjà le e-commerce c'est pas pour tout le monde. Ouais. Non mais. Non c'est vrai, t'as raison. Je tiens à dire ceci, parce que il y a beaucoup de sociétés étrangères qui nous contactent et qui voient je ne sais où que la Chine est encore l'Eldorado et qui veulent vendre en ligne en Chine, parce que bien sûr il y a un gros marché, mais bon, ça nécessite aussi un gros budget com. Ça nécessite aussi d'avoir une assise. Et est-ce que la société a les reins assez solides,
ou une vision définie et une stratégie marketing définie. Donc déjà, avant toute chose, on les conseille, on étudie leur potentiel. Donc ça, c'est le travail. Le travail, en fait, le Tipeee fait beaucoup de choses. Comme je te dis, c'est un facilitateur. Mais il y a des Tipeee pour eux qui ne s'embêtent pas. Ils voient que les grosses marques. Ils regardent, en fait, ils font du ranking par rapport aux sociétés. Si la société peut faire 5 millions dès la première année, ils les prennent, ou alors les autres ne les prennent pas. Nous, on est dans une autre phase, plus qualitative. Et si on voit qu'une société a un potentiel dans les 1 an, 2 ans, on part. En fait, nous, on a la chance, les Bridges, de pouvoir choisir les clients avec qui on travaille, parce qu'on se considère en tant que partenaire. D'accord. Mais bon, bien sûr, il faut que le client s'en sorte à la fin, et notre but, c'est de réussir à faire de l'argent pour le client. Donc, ce que tu veux dire, c'est pas que... philanthrope, hein. Non, bien sûr. Bien sûr. Mais ce que tu veux dire, en fait, c'est que d'autres agences, en fait, vont plutôt choisir une certaine taille, de manière à garantir un certain revenu ou un retour sur investissement rapide. Alors que vous allez être un petit peu plus flexible et ouvert, mais est-ce que vous avez choisi une verticale de produits, par exemple, un domaine un peu plus précis? Donc là, on a eu de la chance de trouver des clients qui étaient très intéressants, des clients français très intéressants et qui pouvaient nous apporter une valeur ajoutée. Et aussi qui nous considèrent, nous, on se considère en tant que partenaire avec nos clients. Donc des fois, on va plus loin que ce qui nous demande, parce qu'on travaille main dans la main. Nous, on s'est développé dans le home déco. D'accord. Puis bon, quand je suis arrivé, moi j'ai mis, comme je t'ai dit, je connaissais pas franchement le e-commerce il y a encore 5 ans, même si en Chine t'es obligé de connaître, mais j'étais plus marketing traditionnel, on va dire. Donc j'ai mis un an pour la passation avec mon partenaire qui gérait ceci. Et moi j'ai voulu il y a beaucoup de Tipeee en Chine, quoi, de Tipeee ou d'agences spécialisées, parce que Tipeee c'est seulement pour Tmall, il faut pas oublier Jingdong qui grossit quand même beaucoup. Même si Tmall est un incontournable. J'ai voulu nous travailler dans la niche, nous positionner dans un travail de niche. En tant que marketeur, il faut se positionner, tu peux pas rentrer en compétition avec les Baozun ou les gros Tipeee qui sont déjà présents. On est une jeune société, on a 3 ans et demi d'activité. Donc j'ai voulu travailler dans le home déco. En plus, je m'étais renseigné sur certains sites et je conseille un site comme iResearch en Chine. Et même pour ceux qui parlent pas chinois, il y a des bons articles en anglais. Il y avait une croissance dans tout ce qui était home déco de 20 à 25%. Et j'ai eu la chance de rencontrer des clients qui étaient dans le home déco, donc linge de lit, linge de maison, et puis home décoration. Et donc on est partis ensemble, donc on s'est un peu spécialisé dans ce domaine au début, même si maintenant on ouvre notre panel de clients, comme là on va travailler avec Roland Garros, on lance Roland Garros en Chine. Donc sur des produits dérivés par exemple? Sur des produits de la marque Roland Garros, la griffe Roland Garros. Des casquettes, des t-shirts, le shop va arriver pour le tournoi qui arrive bientôt. Donc je fais un petit peu de pub en même temps. Voilà, donc ça, le Tipeee, ça sert à ça aussi. C'est comment développer la marque. T'es un promoteur, quoi. On fait tout. On est un facilitateur. Le but, c'est que le client soit ravi, s'y retrouve, et que nous aussi. Donc ce que l'on fait, c'est avant d'ouvrir un shop, donc déjà on fait du conseil, on guide, et on se lance dans toutes les démarches administratives avec les marketplaces. D'accord. Ça c'est une partie qui est lourde, assez complexe. Oui. C'est juste de la procédure administrative. Faut pas déjà il faut avoir les bons réseaux. Ah ok. D'accord. Trouver quelqu'un chez Tmall ou Jingdong, parce qu'il y a ça marche par catégorie manager, par personne dédiée, tu as des BD, même s'il y en a à Paris, il y en a à Hangzhou, pour Tmall ils ont ouvert des antennes un peu partout en Europe. Hangzhou en Chine bien sûr. Et ça voudrait dire que si tu voulais créer, pour l'un de tes clients, tu voulais créer un shop, mais que ce produit-là ne correspond pas au magasin, ou je sais pas, en fait, est-ce que la marketplace, Jingdong ou Taobao, peu importe, ont le droit de dire, bah non, ça on n'en veut pas sur notre shop, on va pas, si t'as pas le bon réseau? C'est pas si t'as pas le bon réseau, mais si en fait ils ne voient pas un potentiel à la marque. Ok, donc ils ont quand même un droit. C'est pas ouvert à tout le monde, quoi. Non, ils ont pas. Non, déjà il faut avoir un certain chiffre d'affaires.
Ok. Pour Tmall, tu sais, il y a de nombreuses boutiques maintenant sur Tmall et sur Jingdong. Il y a de la compétition, même si Jingdong est un peu moins regardant. Mais Tmall essaye d'affiner au maximum et de se laisser le droit de refuser, si jamais tu as un petit vendeur de vin, ce qui arrive, ce qui est arrivé au mois de janvier pour moi, je lui ai dit non, de toute façon, Tmall va te refuser. Ouais. Cash, il y a beaucoup de boutiques de vin, les reins pas assez solides. Tu sais, ils sont payés à la commission, même si ils ont un fee annuel et un dépôt, mais ils sont payés à la commission. Donc, oui, donc ils ont tendance à vouloir quand même capitaliser sur des produits qui vont bien se vendre. Et... c'est normal. Exactement. Et même si... donc en fait, Tmall en fait a créé il y a quelques années un système qui est la délégation au Tmall Partner. Okay. Donc c'est les agences comme nous qui servent de relais avec la plateforme Tmall. Donc vous filtrez, vous servez d'intermédiaire entre tous ces gens qui veulent vendre quelque chose et le site. Voilà, en gros on a un facilitateur pour les deux parties. Donc créer un shop Tmall avec toute l'administratif, ça peut prendre un mois ou 2 mois. Il faut les autorisations de la marque, il faut les certifications, il faut si pour la nourriture c'est le CFDA, Food and Drug Administration pour les Chinois. Tu vois, il y a beaucoup de documents à fournir et quand tu es étranger ou quand c'est pas ton domaine, le e-commerce, tu es un peu perdu. Voilà, donc en fait de former des TP comme vous, en fait des agences au milieu spécialisées, de vous former et de capitaliser sur vous, fait que toutes les procédures finalement, elles sont pas à leur niveau, elles sont à votre niveau. Donc finalement, ça va beaucoup plus vite si c'est vous qui le faites. Et Taobao, Tmall va pas le prendre à sa charge. Et Tmall, Taobao, c'est encore différent. Pardon. Donc Tmall va pas le prendre à sa charge et du coup, ça leur fait faire des économies, j'imagine, en relation client. Oui, et puis après, tu connais le BD ou tu connais le category manager, tu vas plus vite. Ils sont là pour aider aussi. Tu vois, le category manager sont là pour vous mettre au courant des activités, des nouvelles options qui vont être mises en place. Des deadlines et tout ceci. Donc moi si j'ai même sur Jingdong, tu vois, même Jingdong a outsourcé totalement leur partie. Si tu passes par Jingdong, eux ils ont outsourcé la partie évaluation des marques. D'accord, ok. Et une fois que tu as passé la première partie, ensuite tu es en contact avec Jingdong. Donc ce que tu veux dire, c'est que si moi j'ai une grosse marque en France, avec un bon chiffre d'affaires, quelque chose qui fonctionne bien et que je n'ai pas encore de présence en Chine, est-ce que moi je peux créer mon shop en direct sans passer par un partenaire, par une agence? Ça va être plus dur, mais oui, c'est possible. Mais c'est possible, d'accord. Déjà, si jamais tu es à Paris, tu peux aller voir Tmall à Paris. À Paris, ouais. Mais qui, eux, vont référer une agence, certainement. Une agence, parce qu'il y a des listes de Tipeee où ils vont référer quelqu'un qui connaît, qui est spécialisé dans le home déco. Ou alors si c'est vraiment une marque je sais pas, une énorme marque mais qui n'est pas encore en Chine, là peut-être que Tmall va s'octroyer le droit de passer en direct, parce qu'ils ont quand même ces services pour des grosses marques. Bien sûr. Donc pour revenir au process, toi tu accompagnes donc dans l'enregistrement de ces shops-là avec une procédure administrative. Tout ce qui est domaine administratif. Nous ensuite on travaille sur la stratégie avec le client si jamais ils n'ont pas de stratégie définie, ce qui arrive régulièrement. On travaille sur la stratégie, sur le positionnement, la segmentation, target, et, la cible, pardon. Et ensuite on va designer le shop. On va designer le shop, on va faire les traductions aussi s'il n'y a pas les traductions en chinois. La traduction est très importante parce qu'on va aussi développer pour chaque produit une recherche de SEO, de mots-clés. Et puis on va aussi designer le shop, donc c'est l'architecture de la boutique, c'est comment mettre en place les catégories et voir comment on pourrait développer, simplifier l'achat pour le consommateur. Ok. En français. Donc là, c'est plus au niveau de l'interface, ce qu'on appelle l'expérience, l'UX. L'expérience client. L'expérience client. Et bien sûr, on va partir sur... nous, maintenant, on part sur le site mobile en premier. Bien sûr, ouais. Parce que bon, tu as 80% des personnes qui vont acheter sur mobile plus que sur PC ou Mac fixe. Donc nous on va partir sur la partie mobile, sur la partie mobile en priorité.
Et donc on va développer, on va créer le shop, en le designant, en architecture, et ensuite, une fois que le shop est lancé, bien sûr on va uploader les pages produits, on va mettre en ligne, on va connecter avec le RP des marketplaces, et ensuite nous on va gérer le shop. On gère le shop pour le client. Donc vous gérez les ventes, les promotions. On gère les promotions marketing, okay. les ventes, avant les ventes, pendant les ventes, après les ventes. On n'est pas un service de logistique, par contre. On gère pas le. Vous n'avez pas les produits en physique. Non. D'accord. Mais on travaille aussi avec l'entrepôt. Ok. On s'assure en fait que tous les produits soient partis et les retours aussi reviennent correctement. D'accord. Donc on gère en fait le shop de A à Z. On offre vraiment aux clients une solution complète et qui va aussi bien de donc la création, le management, le service client, les campagnes marketing et les retours clients et des analyses statistiques pour redéfinir en fait des stratégies si celles-ci ne sont pas optimales. Qu'est-ce qui est le plus challengeant aujourd'hui? Qu'est-ce qui est le plus difficile en fait dans la gestion d'un, je sais pas, les clients généralement ils te confient les clés pour combien de temps? C'est sûrement sur une période assez longue. Nous c'est des contrats d'1 an. Ok, donc pour 1 an. Qu'est-ce qui est le plus difficile justement aujourd'hui à travailler sur ces marketplaces selon toi? La compétition. Okay. La compétition avec les autres marques, surtout que nous on fait pas du mass market. Nous, notre plus petit client, le panier moyen est de 800 RMB. D'accord, donc on est à plus de 100 euros. Plus de 100 euros. On est, nous, nos marques, on s'est positionné en tant que marques qui ont une forte valeur ajoutée. En fait, soit tu te lances pour les marques françaises, soit tu te lances dans la compétition du prix. Mais bon, pour moi, c'est pas une bêtise, mais c'est un bon sens. Parce que ce sera toujours plus dur de lutter avec les marques chinoises sur le prix. Ouais. Pour nous, par exemple, dans le linge de lit, on a vu que 70% des clients achetaient du linge de lit en dessous de 200 RMB. Ok. Nous, on vend des sets pour une marque. On vend la maison de Domitille, pour pas la citer. On vend des sets qui entre 500 et 3000 RMB. Ok. Donc c'est mass market plus. Donc soit tu te positionnes en tant que marque étrangère qui ont vraiment une valeur ajoutée et que les clients tu résous un problème au client donc il est prêt à payer un premium. Soit tu rentres en compétition par le prix. Et ça pour moi tu peux pas toujours tirer le prix vers le bas déjà pour ton client. Après il y a le positionnement de la marque aussi qui tu veux pas affronter directement en frontal les marques chinoises qui vont produire au maximum et qui vont faire du mass market et vendre ton set à 100 €. Donc toi tu as fait un choix qui est très marketing, c'est ce que tu donnes comme cours aussi, c'est une approche très comment dire le mieux c'est d'appliquer ce que tu non mais c'est sûr. Donc quand tu dis que 70% de tes clients achètent en dessous de 200 RMB, achètent des sets en dessous de 200 RMB, toi tu as considéré que ça c'est pas mes clients. Moi, je vais me focaliser sur les 30% qui sont prêts à aller acheter un petit peu plus cher. Par contre, on va aller leur livrer en plus une grande qualité, quoi. Une valeur ajoutée qui passe par le service client, qui passe par du conseil, qui passe par la fidélisation. Là, on a de la chance. Ce client, par exemple, a 70 boutiques en Chine. Parce que donc ils ont quand même une bonne brand awareness. Ouais. La marque est assez reconnue. Donc, ils ont déjà un pool client. Mais et là, notre plus gros challenge, tu m'as parlé de challenge, sur cette marque, c'est d'augmenter la reconnaissance de la marque, non seulement à ceux qui connaissent, non seulement à ceux qui vont déjà acheter en retail, et donc développer la marque dans toute la Chine. D'accord. Et c'est pas le but qu'ils achètent online pour qu'ils arrêtent d'acheter en retail. Bien sûr. Et ça, les marketplaces adorent en ce moment. Ce qu'ils veulent, c'est tu as vraiment une valeur ajoutée chez Tmall si jamais ta marque a déjà des boutiques physiques. Ok. Oui, tu peux faire du auto,
Et c'est vraiment une valeur ajoutée, ça montre une assise, ça montre qu'il y a déjà vraiment une grosse crédibilité. Une crédibilité. Même pour le client, de toute façon, pour le client, c'est quand même très bien quand ils peuvent aller voir. Nous, on a eu une demande hier après-midi, le service client qui me demande, il y a un client qui veut aller en magasin voir les produits et revenir acheter sur Tmall. Ça m'a surpris. Mais va. Tant mieux. Ouais. C'est vrai qu'en Chine, on a quand même, on le sait depuis les années qu'on est là, nous, qu'il y a vraiment une approche où les Chinois ont besoin de toucher. Le consommateur chinois a besoin de voir les produits, a besoin de toucher les produits. C'est un peu le grand dilemme aujourd'hui de tous les retailers, c'est que ils savent très bien que aujourd'hui les centres commerciaux et tous ces magasins sont faits pour venir voir et toucher, mais finalement ils vont acheter en ligne et ils vont prendre la voiture ou le bus en sortant et ils vont acheter et recevoir ça chez eux. Mais qu'est-ce que font les clients la première chose que font les clients en Chine quand ils rentrent dans un magasin, c'est de regarder sur le téléphone, savoir s'il n'y a pas des prix moins chers. Moins cher. Ouais. Il paraît aujourd'hui qu'en plus, s'il y a un prix moins cher sur une des marketplaces, en fait, un ami m'a raconté ça, que tu peux montrer le téléphone et le prix que tu as vu sur Tmall, et en fait la vendeuse elle est quasiment prête à te dire il n'y a pas de problème, on s'aligne sur ce qu'on a vu sur internet. C'est normal, en plus la plupart du temps c'est les mêmes sociétés quoi. Nous par exemple on a des promotions qui vont être en retail. Nous on a eu ces cas pour une autre marque, on a eu des promotions à Chengdu et la marketplace on était plus cher. Oui, mais tu peux pas. Il y a des activités promotionnelles temporaires dans toutes les boutiques. Tu peux pas t'aligner de tout le temps. Et nous, des fois, on est plus cher sur Tmall et moins cher sur Tmall. Tu vois. Après, il faut expliquer au client. Et puis, tu peux jouer là-dessus. Si ton client la société qui te mandate, te fait confiance, c'est ça aussi. Il faut que tu aies un petit peu d'autonomie pour pouvoir jouer sur les prix. Et alors attention, sur Tmall, tu changes pas les prix comme sur Taobao, comme tu veux. Ah ok. C'est guidé par la plateforme. Voilà, non mais bon, les prix sont fixes et après tu peux faire des coupons, tu peux faire autre chose. Sur Taobao, tu changes ton prix en direct si tu D'accord. Sur Tmall, Dingdong, c'est vraiment des marketplaces plus sérieuses, donc Et est-ce que Tmall, Dingdong, ils ont la capacité de te dire ce produit-là, il devrait être à ce prix-là? C'est eux qui peuvent fixer aussi ton prix? Non. Non, pas du tout. À part pour certaines activités comme le 11-11. Ah ok, pour les jours, pour le 11-11, voilà, si jamais tu veux faire partie des journées spéciales, des journées spéciales, ils te demandent de baisser ton prix de temps. Est-ce que tu es d'accord ou pas pour entrer dans la catégorie, dans la promotion officielle avec un certain stock. D'accord. Mais sinon, non, ils ont ils te donnent ils ont aucun droit de regard là-dessus. D'accord. Puis pour eux, plus tu vends cher, plus ils ont de commission. Ouais, bien sûr. Et alors, leur système, c'est leur système de business, c'est la pub et les commissions. Et donc toi, justement, on reviendra sur l'autre question que je voulais poser après, mais donc toi, tu vas payer un retainer donc pour pouvoir être sur la plateforme tous les ans, donc c'est une sorte d'accès pour ton shop, c'est ça, le shop de tes clients. Et ensuite, il y a une commission sur les ventes. C'est ça, au niveau du... Et Dingdong et Tmall fonctionnent de la même manière? Voilà, tout dépend des catégories. Ouais. D'accord. Et après, j'imagine que tu as des options en plus, que tu peux peut-être acheter. Après, tu as des logiciels que tu peux acheter pour être avoir plus de data. Après, tu peux faire plus de pubs parce que bon, c'est du pay-per-view ou pay-per-click. Ouais. Voilà, donc après c'est de la pub comme Google Ads ou Amazon. Et donc ça aussi, tes clients, du coup, ils peuvent te donner aussi un budget pour de l'acquisition. Et toi, tu peux décider de faire du pay advertising sur ces plateformes. Exactement. Et nous quand on fait ceci, on n'est pas là pour faire un maximum de pubs tout le temps, parce que ça coûte très cher. Parfait. Et en fait, ton clic peut aller de 1 à 20 RMB parfois. Ah ouais. Tout dépend ce que font tes compétiteurs, parce que c'est du bidding. D'accord. Oui, donc c'est comme sur les Google Ads. En fait, c'est plus il y a de la demande sur tel ou tel produit, parce que du coup, ça fonctionne par catégorie, j'imagine, par catégorie de produits. Si tu veux faire de la publicité sur cette catégorie, que cette catégorie elle est très sollicitée, forcément ça va. Tu t'imagines dans le cosmétique qui a quand même un petit peu la guerre. Si jamais tu as toutes les grandes marques qui se mettent à vouloir faire de la pub, les prix peuvent monter très vite.
Surtout après pour les cosmétiques, mais c'est pour tout, hein, pour avoir certaines activités comme le 11-11 ou le 12-12, les prix peuvent un peu flamber, parce que tout le monde veut développer leur marque et leur notoriété. Et alors, justement, tu parlais de la publicité que tu peux faire pour attirer les clients, mais en fait, on parle toujours au sein de la marketplace. Comment est-ce que peut-être tes clients aujourd'hui vont te solliciter pour faire en sorte d'attirer des gens sur ces marketplaces, c'est-à-dire pour les emmener sur Tmall, pour les emmener sur JD? Alors nous, on n'est pas une agence de com. Voilà. Nous, on n'est pas une agence de com, et je conseille à mes clients de travailler avec des agences de com, de bien choisir. Et nous, on a des partenaires dans les agences de com. Sinon, avec les clients avec lesquels nous travaillons depuis 2 ans, et on a une super entente, on fait pour eux des activités. Là, on a ouvert un Pindodo et un Xiaohongshu pour des clients. C'est pas notre. C'est vous qui allez le manager aussi? Oui, c'est nous qui allons le manager. Ça, c'est un peu. C'est extra. C'est de l'extra, c'est un petit truc en plus. Plus on peut développer, nous on a un pourcentage sur les ventes aussi, donc plus on peut développer la marque, voilà, plus le client est heureux, et plus nous on peut vendre, plus aussi on est heureux. Donc ouvrir un Pindodo, un Xiaohongshu, ça peut développer de la brand awareness, donc c'est très bien pour tout le monde. Là, on va tester Douyin. Oui, c'est vrai que ça a l'air de bien marcher, ça. Voilà, on va tester, ça marche depuis quelques années. On va tester Douyin. On va aussi faire du Tmall Live sur les réseaux sociaux Tmall. D'accord. Donc là, on a mis en place avec les clients, avec nos clients, on a mis en place un planning de live streaming pour développer un peu la marque. Donc ça ressemble plus à du téléshopping en fait? Non, c'est du oui, quelque part, oui. Ouais, quelque part. Vous allez faire une démonstration d'un produit, ça pourrait être de présenter le produit en live, les gens peuvent poser des questions, commander, ça va pousser les ventes. Exactement. Ok. Donc là, tu as 2 options, soit tu passes sur la chaîne de la marketplace, soit tu as une option qui est directement sur le shop. Donc les visiteurs du shop peuvent voir en temps réel en fait quelqu'un qui explique le produit. D'accord. Là tu ne montres que ceux qui visitent le shop à cet instant. D'accord. Pour les gens qui donc nous on peut le faire parce qu'on a des shops retail. Ouais. Mais oui, d'accord. Vous avez des shops, donc il y a des points de vente, donc vous pouvez avoir ce live stream qui est fait directement sur le point de vente. Exactement. D'accord. Donc voilà. Mais après on peut très bien le faire. On pourrait très bien le faire dans le bureau du client pour montrer. Oui, en même temps après il peut y avoir des studios de plus en plus. Exactement. Mais bon, ça c'est d'autres moyens. C'est d'autres moyens. Parce qu'on essaie de limiter les coûts. Le but de travailler avec nous aussi, c'est de limiter les coûts. T'as pas de coût RH. Bien sûr. Parce que les clients nous délèguent tout, donc ils passent par des experts. Ils n'ont pas de coût RH, et quelque part ils optimisent. Pas besoin d'avoir plus grand bureau. Ils n'ont pas besoin d'avoir une équipe digitale, tu vois. Et ça limite les coûts. Si on n'est pas là pour ajouter des coûts maximales. Alors, mis à part ceux qui ont les boutiques, est-ce que les autres sont physiquement présents en Chine, tes autres clients? Non, donc ça c'est plus. C'est géré depuis l'étranger. Voilà. Et puis en fait, où justement, c'est ce que tu expliques. Où ils ont un petit bureau ici, mais ou un distributeur. Voilà, un distributeur, mais donc là il faut développer. Là, tu vas plus faire de la pub. D'accord. Et tu te rends compte quand même que ce que tu es en train d'expliquer, ça doit être lunaire pour plein de gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas la Chine, qui ne connaissent pas tous ces marketplaces. Aujourd'hui, on se rend compte, et tu as peut-être plus de chiffres que moi, mais aujourd'hui, ça devient quasiment impossible. Enfin, les gens vont d'abord acheter sur mobile avant d'aller acheter dans un magasin, d'accord? On est sur cette. Mais je dirais même plus, même quand ils vont acheter sur un magasin, ils vont acheter par mobile. Oui, ils vont acheter via le mobile dans le magasin. Parce que le paiement va être dans mobile. Tous les cas, oui. Oui, tout à fait. Parce que tout à l'heure, tu me posais la question pourquoi aussi il y a un attrait sur les marketplaces. Déjà, le coût de livraison est moindre. Ouais. C'est super pratique, tu n'as pas besoin de te déplacer.
c'est sûr que ça coûte moins cher de te faire livrer que toi d'aller dans le magasin, d'aller acheter le truc, de passer du temps à la caisse ou de discuter avec la vendeuse ou je sais pas. Oui, et puis plutôt que faire du lèche-vitrine comme ils faisaient avant à notre époque dans les centres commerciaux, tu vas faire du lèche-vitrine sur les marketplaces maintenant. Ouais. Et en 3 clics, vu que tu as ton compte ton compte bancaire qui est lié À tes moyens de paiement. à ton moyen de paiement, bah, t'achètes, t'as 10 jours, pardon, t'as 10 jours pour envoyer le produit si jamais ça te plaît pas. Donc déjà, combien de temps en moyenne tu mets pour que les gens y réalisent? En combien de temps tu reçois le produit que tu as commandé? Normalement en moyenne. Ouais, si t'es à Shanghai, max 2 jours. Maximum 2 jours. Ouais. Ça fait. Alors nous on travaille sur autre chose avec la marketplace où on vend de la nourriture, nous c'est un peu différent. Et du coup on a des systèmes de coursiers. Mais toi tu livres dans la journée? Ah moi je livre en 1 heure et demie. Voilà. Ouais. À Shanghai c'est 1 heure et demie. Mais parce que c'est un autre système en fait, c'est de la vente directe avec un coursier dédié à chaque fois. Donc nos coursiers sont sûrement plus chers aussi que ce que vous faites. Après nous on fait de la nourriture, donc les gens ont un besoin plus immédiat, on va dire, que de recevoir les accessoires de maison ou quoi que ce soit. Mais en fait, il faut que tu combles dans le e-commerce, il faut que tu arrives à combler deux satisfactions d'achat. Déjà, les clients doivent être satisfaits quand ils achètent un produit. Et après, il faut qu'ils soient satisfaits quand ils reçoivent ce produit. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Donc, alors, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, en fait, l'achat, il est réglé. Je pense que l'achat, ça fonctionne bien. Le problème, c'est la satisfaction du produit. C'est une partie qui est difficile. Oui, je crois qu'on avait parlé de ça, que en fait, les 11 sortent des chiffres qui sont extraordinaires, mais qu'il y a encore beaucoup de retours, malheureusement. Oui. Ouais. Les taux de retour, nous, quand on a un taux de retour de 10% hors 11, on est content, mais je pense que c'est partout pareil. D'accord. Mais c'est normal, hein, tu sais, mais encore, nous, à part des clients qui prennent pas le temps de savoir leur taille de lit ou qui nous ont pas fait les mesures quoi. Voilà, ou qui en achètent 2 en se disant bon bah je sais pas si c'est du 1m5 ou du 1m8 ou du 2m2, ils vont en acheter 2, ils vont en renvoyer un. Mais bon, c'est encore pire dans tout ce qui est fashion. Tu sais, les de 18 à 25 ans, ils vont acheter en ligne, ils vont acheter 15 t-shirts et puis sur les 15 t-shirts, ils vont en renvoyer 5, 10. Ouais. Ah, ça plaît pas, voilà, la coupe est pas comme elles le veulent. Donc le gros travail en fait pour limiter le remboursement, c'est le gros travail. Tout à l'heure on parlait de ceci, c'est pour les clients qui ne connaissent pas la Chine. C'est tu vois Amazon ou les sites online en Europe ou aux États-Unis, t'as peu de photos. Mm-hmm. Nous, il nous faut à peu près 8 à 10 photos par produit, par référence, par page produit. Donc déjà, expliquer, moi plus tu me donnes des photos, plus je suis preneur. D'accord. Parce qu'il faut montrer, il faut faire des gros zooms sur le produit, il faut expliquer, il faut montrer le produit en situation. Ouais. Tu vois, il faut vraiment, pour limiter les retours et puis pour te donner aussi une image de marque, les photos, pour attirer le client aussi. Les photos sont vraiment importantes et expliquer aux clients étrangers que on a besoin de tant de photos. Parfois, ça peut être un frein parce que les photos, ça coûte assez cher quand tu prends un studio aux US avec de l'home déco. Tu vois, sous différents angles, c'est très important. Ouais. Et alors justement, tu penses que les gens passent combien de temps sur un shop ou sur une page avant de faire un achat? Vous avez une idée aujourd'hui l'acte d'achat, il prend combien de temps? Parce que justement, en plus les Chinois, le consommateur chinois a un peu tendance à aller dans le détail, à essayer de bien comprendre, à comparer. Il a beaucoup scrollé aussi. Ok, donc à vraiment regarder toutes les informations qu'il peut y avoir. Et ensuite à mettre dans le panier. Ok, donc ils ajoutent. Ils ajoutent. Des fois, ils ont des paniers, des listes de commandes assez grandes dans le panier. Et après, ils reviennent et ils achètent. Ils font le choix, quoi. Voilà. Ouais. Donc, mais bon, sur mobile, nous, c'est, je sais pas, c'est une minute. Quand même. D'accord. Non, mais bon, on a beaucoup de références.
Et comme je te dis, c'est quand même nous on a des shops, on a un panier moyen à 4000 RMB. Ouais. Pour toi, 4000 RMB, c'est pas non plus. C'est hyper important. Donc en euros, c'est 650 €. Ouais. C'est ça. Ouais. Donc il faut trop. Les gens prennent le temps d'acheter un produit qui leur convient et c'est pas comme si tu allais acheter la marque des 3 écureuils là où tu achètes des amandes, ou ça tu le fais en 10 secondes parce qu'en plus tu as l'habitude. Donc tout dépend de ton implication dans l'achat. Tout à fait. Aujourd'hui, tu as dû en voir plein. Quelles sont les erreurs que certaines sociétés peuvent faire, que certaines marques, sans les citer, mais peuvent faire justement en manageant leur shop, ou tu as dû voir des gros fails, comme on va dire. Déjà, pas avoir de positionnement précis. Ok. Pas avoir de positionnement précis et pas de combler un besoin chez le client. C'est faut toujours se poser la question comme ça, c'est quelle valeur ajoutée tu vas ou quel problème tu vas résoudre chez ton client. Et ça nous de moins en moins parce qu'on a des clients de plus en plus gros, mais avant, oui, au tout début, on a eu des clients qui sont arrivés en nous disant nous on est une marque française, c'est quoi votre positionnement, votre site? Nous on est une marque française. Ouais, ça suffit. Ouais, ça suffit. Ok. On va vous guider avant, vous en pensez, et puis au bout de 6 mois, on voulait absolument développer un positionnement, et ils ont dit non, nous on est comme ça, puis au bout de 6 mois, ils ont fait ok, on va vous suivre. Bon, ils ont écouté. Ouais. Ils ont écouté, hein, mais non, voilà, c'est vraiment de ne pas avoir en fait une stratégie, mais c'est comme tous les business, de ne pas avoir vraiment une stratégie définie sur du long terme, vouloir aussi investir. Ok. Car investir, nous on avait travaillé pendant 2 ans avec une marque. Bon là c'était un peu différent, c'était sur Starboy et on voulait chercher des distributeurs, donc on était un peu la vitrine pour eux. Et c'était une petite marque française. Et du coup là après on avait conseillé depuis le début faire du cross-border. Là ils se sont mis sur le cross-border, ils ont quand même ajouté un budget com et du coup ils vendent beaucoup plus. Ouais. Avoir un budget com, c'est important, développer, dépenser un petit peu pour avoir plus, voilà. Et des fois, tu as des marques qui ne veulent pas, parce que c'est des budgets importants, qui ne veulent pas investir autant qu'il le faudrait. Alors justement, on parle de coûts. On sait qu'aujourd'hui, avoir son magasin en propre, ça coûte de l'argent. De trouver des distributeurs, tu partages la marge, hein, forcément. Aujourd'hui, est-ce que tu aurais une idée en pourcentage peut-être, quand tu vends 100, qu'est-ce que ça coûte pour réussir à vendre 100 en fait? Quand tu as mis tous ces acteurs, la publicité, le management du shop, les fees des marketplaces, la gestion aussi au niveau de logistique, le packaging très certainement, est-ce que tu as une idée finalement de… Tout dépend des catégories. Ok. Tout dépend des catégories et tout dépend de pardon. Tout dépend aussi de ton positionnement et de la valeur que tu veux apporter. D'accord. Est-ce que tu veux développer un beau packaging à la fin pour est-ce que tu veux te servir de SF chaîne fond ou alors d'un autre coursier. Mais sur 100 tu as des belles marges. D'accord. Donc ça vaut d'avoir une stratégie, une société qui arriverait une société française qui arriverait en Chine et qui hésite entre du offline et du online, ils peuvent clairement se dire avoir purement du online, c'est quelque chose qui peut être possible. Qui est possible, mais comme tu disais tout à l'heure, c'est mieux quand même d'avoir un relais. S'ils ont la possibilité d'avoir un petit point of sale dans un mall, ça coûte excessivement cher dans la façon commerciale. Ouais. Mais d'avoir une présence physique pour apporter de la crédibilité, ça peut être que mieux. Ça peut marcher. Il y en a, il y a beaucoup de sociétés chinoises qui font que ça. Ils ont l'usine. Ils ont l'usine et ils vendent directement en ligne. Ouais. Parce que aujourd'hui, en fait, si tu veux, pour avoir parlé avec pas mal de retailers, on réfléchit aussi à ce genre de nouveaux concepts où finalement il peut y avoir un showroom ou un flagship store qui n'est pas forcément fait, ou en tout cas l'objectif n'est pas de vendre ou de gagner de l'argent, on va dire, mais c'est plus de montrer physiquement les produits, de la notoriété, d'avoir une belle adresse dans une belle rue,
faire des événements. Exactement, de faire des lives comme tu disais, et d'avoir un investissement avec un peu d'immobilier, quelques stocks, un peu de marketing sur place et du coup une équipe. Mais ensuite surtout d'investir pour avoir un vrai O2O, une vraie stratégie O2O pour emmener les gens du offline au online via ces marketplaces. C'est pour moi la meilleure des stratégies. Ouais. Est-ce qu'il est possible d'être présent à la fois sur JD et Tmall, ou est-ce que l'un des deux va dire Non, bah nous ouvre les shops pour nos clients sur les deux plateformes. D'accord, ok. Et sur d'autres en même temps. D'accord. Ils sont pas regardants, parce qu'ils sont complètement en frontal aujourd'hui, en concurrence. Non, mais bon, après c'est notre but j'avais oublié tout à l'heure, c'est de guider notre client sur quel marketplace commencer. Quelle est la différence entre les deux? Quel type de client tu vas toucher sur l'un et pas sur l'autre? Bah, à chaque fois je demande ça à mes étudiants, parce que c'est quand même mon pool de cobayes. Ouais, parce que tu continues à donner des cours je continue régulièrement. Ils m'ont donné cette chance d'avoir un pool d'étudiants et c'est eux qui m'ont appris les premiers Pindodo, Douyin et tout ceci, tu sais. C'est ton R&D, c'est ton département R&D. Exactement. Mais qu'est-ce que vous regardez, Bilibili? Ok, donc c'est eux qui. Non, mais voilà, t'es à la pause, tu les regardes, tu les analyses. C'est mon focus group. D'accord. Et non, mais. Et du coup, comment ils choisissent, selon toi, quel marketplace? Par exemple, si tu veux acheter tout ce qui est électronique, c'est encore très vrai, c'est Jingdong. Ok. Même s'il y a Sunny, mais c'est encore très vrai, c'est Jingdong. Même si Jingdong essaye de se développer aussi bien dans le fashion. En là, ils ont fait une dernière application Luxury. D'accord. Ils essayent de se développer de plus en plus, mais on va dire fashion, cosmétique. Home Déco, c'est quand même bien Tmall, et puis Jingdong, c'est encore bien électronique. Ils ont les trois C encore, tu sais comment on appelait ça. Mais c'est en train de se combler petit à petit. Jingdong est en train d'essayer d'élargir en fait. Mais eux, ils jouent plus sur leur propos qu'ils ont. Ouais. Comment, moi, je me rappelle quand Tmall est arrivé. Ensuite, on pensait que Tmall allait être indétrônable, et puis il y a eu JD qui est arrivé. 360 buys au début. Comment? C'était 360 buys au début. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'était ça, 360 buys. Après, c'est devenu Tmall. Après, non, c'est devenu Jingdong 360 buys. Ah oui, 360 buys, c'est devenu Jingdong, pardon. Et justement, il y a ces deux acteurs là. Est-ce qu'il n'y aurait pas des nouvelles marketplaces que nous, on ne connaît pas? Tu as Kaola qui marche pas mal en cross-border. D'accord. Tu as Pindodo qui ont une super stratégie de marketing. Ça c'est quand même un cas d'école. Eux, ils ont tout joué sur l'affiliation. Ok. Donc tu recommandes à tes potes, tu invites tes potes et tu peux avoir des prix moins chers. Ce qui marche vraiment vulgairement. Mais ce qui marche extrêmement bien en Chine. Enfin, eux, ils ont été les premiers, et d'ailleurs, ils continuent à faire du group buying en faisant des groupes WeChat pour aller négocier les prix des cagettes de pommes auprès des fermiers. Ça marche extrêmement bien. Donc d'avoir un réseau d'affiliés, puisque avec le relationnel, le Guanxi, de toute façon, c'est vrai que c'est une bonne stratégie d'approche. Ouais. C'est magique parce que je ne me rappelle plus les chiffres, mais ils ont une progression d'utilisateurs énorme ces 6 derniers mois. Mais bon, après c'est quand même du petit prix. Ok. Ouais, les clients sont quand même très sensibles au prix. Après, tu as Kaola qui marche très bien, qui a en grosse croissance sur le cross-border. Tu as Xiaongshu qui est toujours là et qui sert bien aussi pour faire du PR, développer la marque. Ouais. Mais bon, les deux gros acteurs, c'est quand même Jingdong et Tmall. D'accord. Puis après, tu as May.com et VIP. Oui, mais ça, on est encore sur un modèle, donc plus à la vente privée, en tout cas en France, qui était monté par un Français aussi, Thibaut Villet. Il y a. J'aime bien son modèle, pour ça que je le cite. Voilà, c'est un modèle qui est à part encore. Racheté par Tmall il y a quelques années. Oui, tout à fait. Et est-ce que tu penses que. Donc, tu expliquais qu'il y avait des bureaux maintenant qui étaient ouverts dans différents marchés à l'international, mais c'est plus pour se rapprocher des marques et de les attirer sur la plateforme pour le marché chinois. Mais est-ce que on pourrait envisager que Tmall, JD se développe en dehors de Chine pour les marchés? C'est prévu. C'est prévu. Depuis d'ailleurs, ils ont
Ils ont AliExpress, Oui, tout à fait. Tmall avec son AliExpress, mais bon, de plus en plus, ils vont essayer d'attaquer les autres marchés et concurrencer Amazon. Mais c'est normal. Et puis, ils ont une telle farce de frappe. Tellement d'argent. Je pense. Ils investissent de partout. Ouais. Parce qu'en fait, tu as quand même un écosystème qui est Tencent, Jingdong et l'écosystème Alibaba. Oui, bien sûr. Après, bon, tu rajoutes Baidu, mais pour moi, c'est Tencent contre Alibaba. Oui. De toute façon, comme ils ont une chaîne, si tu veux, à la différence de grandes sociétés américaines ou françaises, on a tendance à se focaliser sur un domaine, un marché. En Chine, d'avoir un peu tout dans ton portfolio et d'être capable aussi bien d'avoir du banking, de l'assurance, de l'éducation, du healthcare, des marketplaces, de la logistique, de l'automobile, tout ça c'est complètement possible en Chine aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ok, donc j'imagine que ton travail ne va pas s'arrêter dès demain, que tu vas être encore un peu occupé. J'espère. Du coup, toi, tu vas devoir te développer sur d'autres activités par la suite et peut-être d'autres plateformes pour être encore meilleur et pouvoir accompagner tes clients encore un peu plus loin. On verra les nouvelles plateformes et celles qui ne font pas des astéroïdes, parce qu'on avait essayé il y a quelques années sur Yangmato, sur Mogoje. Ça n'avait pas, non, terrible. Pas franchement. Ouais. Non. Aujourd'hui, tu as un métier, comme on le disait tout à l'heure, un peu en rigolant, parce que des fois, je me rends compte des entretiens que je peux faire sur Backstage et je me rends compte que ces gens-là racontent des choses qui sont complètement hallucinantes pour des gens qui vivent en Europe et qui ne comprennent pas tout ça. Tu parlais de channel sur une marketplace avec des gens qui ne consomment que par téléphone. Il faut quand même expliquer le truc. Et la question que j'aime bien poser, c'est du coup, tes parents, qu'est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent ce que tu fais? Est-ce que les gens... J'ai essayé d'expliquer plusieurs fois, mais je ne sais pas bien. Oui, t'as pas réussi. Non, bon, c'est pas très grave. Non, mais bon, non, mais à plusieurs personnes. Mais après, il faut être un peu dans le métier, tu vois. C'est comme moi quand on m'explique le bâtiment, je comprends rien. Ça m'intéresse pas. En fait. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est chouette une maison à construire, mais bon. Oui, chacun son truc. Exactement. Et puis je pense qu'on peut pas se concentrer sur tout. Non, voilà, ce qu'ils voient, c'est que ça m'intéresse et quand je leur en parle, ils hochent la tête et ils aiment, j'aime ce que je fais. Mais ouais, sinon, ça leur passe une la tête, quoi. Ouais. Ce que j'aime bien dans cet échange-là qu'on vient d'avoir, c'est que tu viens du marketing, tu viens d'une approche très académique, d'accord, à la base, mais que tu as réussi à trouver dans toute la chaîne, dans tous les métiers qui sont liés au marketing, tu as réussi à trouver un métier qui soit à la fois dans le marketing, dans le digital, qui est la grande tendance, mais qui a un impact direct sur les ventes. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire va se transformer en R&B techniquement, ou en tout cas en R&B additionnel ou en dollars additionnels si tu veux. Ce qui n'est pas forcément le cas, c'est très difficile. Aujourd'hui dans le marketing, ça reste encore souvent des domaines où il est très difficile d'avoir des KPI avec une vraie valo en fait de la campagne publicitaire. Est-ce que cette campagne publicitaire a réussi à attirer plus de clients? Alors que toi, c'est un impact direct, tu manages un shop. En fait. Nous, c'est de la vente et du marketing. Exactement, c'est ça, c'est de la vente et du marketing. Alors moi, j'étais marketing, après marketing académique, on va dire marketing traditionnel, ensuite marketing académique. Ouais. Et franchement, il me fallait, avec tout le boom qu'il y avait en Chine sur le digital, et quand Alex m'a proposé, donc mon partenaire, de travailler avec lui sur Edridges, j'ai fait ouais, il fallait que j'update mes connaissances et que je pouvais pas laisser passer ça. Soit tu restes en gros un vieux con et tu continues à raconter. Là, j'aurais pas pu être prof de marketing encore parce que c'est fini ce qu'on enseignait avant. Mais qu'est-ce qui a fait que quand vous êtes tombé d'accord et Alexis t'a proposé de le rejoindre et de prendre la direction de ce projet-là, qu'est-ce qui a fait que déjà d'une tu t'es dit attends, laisse-moi y réfléchir? Non, ça m'intéressait déjà avant, ça m'intéressait, et puis tout ce qui était digital. J'estimais qu'il me manquait une connaissance en marketing. Ok. Surtout en Chine. Ok. Et j'estimais que le marketing, comme on l'entend traditionnel, c'était bien, j'avais fait le tour et je voulais
avec tout ce qui était boom en Chine sur le digital, je voulais faire part de l'aventure. Donc, je voulais comprendre comment ça marchait. Et donc, pour ça, j'ai pris du temps au début avec Alex pour la passation. Mais voilà, j'ai bien mis 6 mois, 1 an pour bien me rendre compte quelles étaient les différences entre le marketing trad, comme j'appelle ceci, en retail ou autre chose. Que tu maîtrisais bien. Voilà, et tout ce qui était digital. Non, et puis c'est excitant, ça fait partie d'une aventure où tu as du boom pour les clients, tout avance, tu peux lier le live streaming, le retail, le marketplace, des événements. Ouais. Donc, en fait, c'est totalement l'omnichannel. Comment tu fais pour tenir au courant de tous les... Parce que j'imagine que toutes ces marketplaces sont toujours en train de réfléchir à des nouvelles possibilités pour des agences comme la tienne de vendre encore plus. Comment tu fais pour te tenir au courant et te former en permanence? Déjà, avec les bonnes relations avec les marketplaces, que normalement ils doivent te mettre au courant avec les category managers, ils doivent te dire. Et puis c'est aussi, il y a des super agences qui nous envoient des PDF ou des potes qui nous envoient des PDF que tu peux lire le matin comme ce que tu m'as envoyé hier sur Timo Global à 8h. Ouais. Voilà, en fait, c'est aussi grâce à des groupes comme la French Tech où les gens partagent des informations énormes sur WeChat. Bien sûr. C'est avec des groupes WeChat où tu parles, et même si je le sors moins en moins, mais c'est d'avoir un écosystème autour de toi, aussi bien avec des agences de com que des retailers qui tout le monde, ça crée une émulation et tout le monde partage l'information. Et en fait, c'est comme tous les managers. Ce que doit faire, c'est ce client au courant, il dit. Ouais. Voilà, tu t'éduques. Voilà, et puis bon, c'est quand même facile. Hein. On a Internet, on a tout. Il y a des agences qui font Bain ou KPMG qui font des super rapports. Il y a les marketplaces qui donnent des informations. Ouais. Et puis, je te dis, il y a mon pool d'étudiants chinois qui me tiennent au courant des nouvelles tendances. Des fois, j'ai l'impression d'avoir 70 ans parce que je comprends pas ce qu'ils font. Mais bon, donc, sur mobile, à la pause, ils m'expliquent ce qu'on fait. C'est rigolo. Ouais. Et puis voilà, tu sais, comme, tu connais le jeu, là, où tu appuies et puis tu sautes de brique en brique. D'accord. C'est vieux comme la guerre. Ouais. Mais bon, les marques ont réussi à capitaliser en mettant les noms de marques sur les briques. Okay. Et tu vois, quand tu prends cet exemple en cours, et puis après tu fais de la discussion. Parce que moi je suis intervenant, je suis pas prof, donc du coup on peut aller plus loin dans le débat, dans l'échange. Moi je les prépare à aller en France, donc c'est intéressant et c'est intéressant de voir le nombre d'applications qui suivent. Des fois, puis je le prends aussi pour mes clients, je leur pose la question, voilà, sur quel live streaming vous iriez pour ceci. Tu fais du case study, c'est ton focus group, ton petit laboratoire. Tu sais, mon office manager était mon étudiant il y a 9 ans. Hein, donc, il a été en France, il est revenu, il était bon, je lui ai fait tiens, vas-y, viens là. Ouais. Donc on s'entend bien, en plus on a une grande confiance, et voilà. Donc, je suis assez d'accord avec toi, on en parle souvent aussi je pense que l'une des plus grosses difficultés en tant qu'étranger, entrepreneur en Chine, c'est l'accès à l'information. C'est très difficile aujourd'hui de se tenir informé, même si, comparé à nous, quand on est arrivé il y a 13-14 ans maintenant, où c'était déjà difficile d'avoir de l'info, en plus en anglais. Donc ça, c'était 2 points qui étaient quand même extrêmement compliqués. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des choses qui sont faites en anglais. Et grâce au groupe WeChat, grâce aux associations, on parlait de la French Tech rapidement, on arrive à faire circuler des rapports. Il y a quand même beaucoup de rapports d'habitudes de consommation, d'habitudes digitales ou d'utilisation qui sont faits justement pour... Puis après, tu as ton réseau. Ouais, moi, j'ai les gens qui travaillent dans la com ou ailleurs, on se partage moi, le PDF que tu m'as envoyé hier, tu l'as repassé. Je l'ai repassé à un GM qui m'a envoyé en échange Customer Behavior sur le retail. Voilà, donc du coup, tu as de la lecture pour le métro et puis il faut que tu tiennes au courant. Ouais. Du coup, si on se revoit dans 2-3 ans, tu vois qu'on va dire quoi sur eBridges, sur toi qu'est-ce qu'on pourrait envisager? Où est-ce que tu seras? Dans 2-3 ans, je serai encore à Shanghai. Ok. Dans 2-3 ans, je serai encore à Shanghai. Après, je ne sais pas. Ouais. Dans 2-3 ans, encore Shanghai. Et puis, j'espère qu'on aura un pool de clients
qui sont satisfaits et qui nous considèrent en tant que partenaires parce qu'on aura réussi à faire du très bon travail ensemble. Ouais. Je travaille vraiment sur la qualité. Il y a beaucoup de Tipeee ou il y a beaucoup d'agences comme ça étrangères. Quelques-unes. Ouais. Quelques-unes. Ouais. Non, mais très bien. Ok, tu vois, je pensais pas que dans cet entretien on rentrerait autant dans le détail du métier en fait, mais je pense que c'est vraiment une nébuleuse un peu obscure pour plein de gens et aussi pour les sociétés qui sont basées à l'étranger et qui se disent bah tiens, on me dit qu'il faut que j'aille en Chine, ok, on me dit qu'il faut que je vende en ligne et on m'a parlé de Tmall, on m'a parlé de Jindy, moi je connais pas tout ça. Et justement, je pensais que c'était vraiment intéressant de pouvoir rentrer dans le détail, de comprendre qu'est-ce que font des agences comme la tienne, justement, et de voir comment tu peux accompagner ces marques-là en Chine. Non, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est les personnes qui nous contactent et quand on voit qu'elles sont pas prêtes encore, on les aide, on les guide et pour créer une relation qui pourra nous emmener à quelque chose plus tard. Bien sûr. Parce que pour moi, la Chine, maintenant, c'est du long terme. Et il faut vraiment réussir à amener un beau projet pour être sûr de son succès. Ouais. C'est vrai que ça a beaucoup changé. Avant, on était un peu dans le coup rapide, en fait. Il fallait que ça fonctionne tout de suite, rapidement, bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a quand même pas mal évolué, ce côté-là. Mais c'est mieux, hein. Mais tant mieux, parce que je veux dire, nous tous, et tu vois, toi qui travailles beaucoup dans la stratégie aussi de développement, du coup, on n'est plus sur une stratégie à 6 semaines ou à 8 semaines. On est sur quelque chose qui est plus à 12 mois. On va construire la valeur de la marque, on va construire un réseau qui vient autour de ça, une base de consommateurs qui va du coup accepter une nouvelle collection, mais va aussi impatiemment attendre la prochaine collection sur des produits. En fait, vu que les clients sont quand même assez volatiles en Chine, surtout les jeunes, oui. Le plus dur, c'est de les fidéliser. Et donc, qui crée une identité de la marque avec lesquelles ils s'identifient. Et nous, notre but, c'est le long terme pour assurer le lifetime value. Ouais, bien sûr. Bon, très bien. Merci Stéphane pour tous ces éléments-là. Et puis, on se reparle dans 2-3 ans pour voir un petit peu où tu en es. Et puis j'imagine qu'on va pouvoir citer ou ajouter au moins une vingtaine d'autres marketplaces d'ici là. Ouais, bon, on verra. Je pense qu'après le live streaming va permettre de... Soit c'est le live streaming qui va te permettre de voir des vidéos et d'acheter directement. Soit on verra avec la réalité augmentée ou le VR. Ouais, peut-être. Ouais. C'est vrai qu'ils essayent beaucoup de pousser là-dedans. C'est encore un peu mitigé, je pense. Il y a encore du travail à faire sur la... Ouais, mais comme tu sais, une fois qu'en Chine, tout est lancé, tout ira très vite. Dès qu'ils ont mis leur focus sur quelque chose, de toute façon... Mais là, ils travaillent dessus. Mais bon, live streaming, c'est quelque chose qui va... Tu vois, pouvoir regarder une vidéo et d'acheter directement, déjà, ça se fait. Ok, ouais. Donc, c'est peut-être la version un peu bêta justement de l'immersion. Pas sûr que le marché soit mature encore, que les gens soient prêts à s'immerger dans le VR, mais dans le VR rapidement. Il faut attendre que les consommateurs vieillissent avec les habitudes. Du coup, ceux qui sont plus open aujourd'hui, d'ici 5 ans, auront encore plus les moyens d'acheter. Et justement, ils seront déjà plus sensibilisés à... Voilà, le time window n'est pas encore là, mais bon, bientôt. Ouais. Si les gens veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu fais, en savoir plus sur eBridges, où est-ce qu'on te retrouve sur Internet? LinkedIn. Ok. LinkedIn, sinon eBridges China. eBridges China. Ok, très bien. De toute façon, on remettra tous les liens dans les articles. Et puis, merci beaucoup pour ton temps. Je t'en prie, Greg, c'est un plaisir. Allez, à très bientôt. Bye bye. C'est trop J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi, laissez-moi des commentaires, des feedbacks, des messages. Abonnez-vous sur iTunes, sur SoundCloud, sur YouTube aussi ou encore sur Facebook. Pour découvrir ce qui se passe dans les backstage de Backstage, c'est sur Instagram. Vous retrouverez tous les liens dans l'article allant avec cet épisode. Partagez tout ça avec vos amis sur LinkedIn, vos collègues, vos partenaires, vos clients qui décident de venir se lancer sur le marché chinois. N'hésitez pas à leur faire passer les liens de Backstage. Je pense qu'on est aujourd'hui une référence francophone, en tout cas, sur ces sujets-là. On a passé la barre des 6000 écoutes cumulées, donc merci beaucoup, c'est grâce à vous. Je vous dis à mercredi prochain.